D'accord. Certains patients ont du mal à être observants car ils ont vécu des expériences malheureuses, voire traumatisantes, ou bien redoutent d'être victimes des lobbies pharmaceutiques. Qu'en pensez-vous? C'est un problème qu'on rencontre assez fréquemment. Je pense par exemple à un jeune patient qui a 22 ans, qui a déjà été hospitalisé sous contrainte 3 fois pour des états maniaques très très graves, et qui est traumatisé donc, au point où il avait arrêté absolument tout traitement. Bon, en parlant avec lui, en expliquant, il a fini par accepter le lithium, et justement par aimer le lithium, qui lui fait beaucoup bien, mais l'exploration diagnostique complète montre qu'il a aussi un trouble anxieux généralisé et des TOC assez sévères pour lesquels il aurait besoin d'un traitement complémentaire, un traitement antidépresseur à visée anti-TOC particulièrement. Et il refuse catégoriquement toute molécule. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai expliqué le plan de traitement, je lui ai tapé à l'ordinateur, je lui ai dit qu'il le mette sur son frigidaire, et qu'il mûrisse le plan, qu'il se l'intègre, ça prendra le temps que ça prendra. Et puis par ailleurs, je lui ai proposé des séances de désensibilisation du traumatisme et de reprogrammation par mouvement oculaire, qu'on appelle EMDR. Les initiales en anglais veulent justement dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing, et pour pouvoir l'aider à surmonter le vrai stress post-traumatique qu'il a d'avoir été mis en contention, d'avoir été embarqué sans qu'on explique quoi que ce soit, etc. etc. Voilà. Donc ça peut être tout à fait nécessaire de faire ce genre de choses. Oui, pour les lobbies pharmaceutiques, pardon, je parle. Oui, c'est vrai, c'est important. Donc il est vrai que les laboratoires pharmaceutiques font du lobbying, c'est une réalité, et ils investissent beaucoup de moyens là-dedans, et cela a des effets, des effets dans la pratique, des effets dans la tête des médecins. Disons que les deux principaux effets, c'est d'abord de faire perdre de plus en plus la vision globale. Les médecins, malheureusement, nous avons perdu l'intérêt pour la santé en général, nous nous intéressons aux maladies en particulier, mais pas à la santé en général. Et nous avons perdu une vision systémique, globale de l'approche du patient. Les laboratoires pharmaceutiques finissent de nous centrer sur des cibles ultra précises. Donc, par exemple, les laboratoires commencent à s'intéresser à la flore intestinale, mais pas sur la vision globale qu'il faut absolument maintenir d'équilibre entre les flores qui détruisent les sucres, celles qui détruisent les protéines, etc. Enfin, ce qui fonctionne, c'est un équilibre global. Là, ce qui est cherché par le laboratoire pharmaceutique, c'est la bactérie qui va avoir un effet anxiolytique et, si possible, la molécule fabriquée par cette bactérie pour pouvoir ensuite commercialiser. Alors, pour faire du commerce, il faut qu'il y ait une cible et un produit. Et donc, quitte à artificialiser tout cela au point de créer des cibles artificielles et des produits qui sont vendus comme étant extrêmement spécifiques de cette cible. Donc ça veut dire qu'il faut, face au laboratoire pharmaceutique, garder le cap d'une vision globale et de ne pas se focaliser sur des choses comme ça trop amplifiées dans leur spécificité. L'autre effet du lobbying pharmaceutique, c'est de faire oublier les anciens médicaments et de promouvoir les nouveaux en n'insistant pas trop sur les effets secondaires des nouveaux. Donc là, il y a une prudence à avoir, savoir que les effets secondaires souvent se révèlent dans la durée, et qu'on ne peut pas imaginer un médicament comme ça qui tout à coup n'ait aucun effet secondaire, soit miraculeux, etc., au détriment des anciens médicaments qui ont beaucoup de mérite, notamment le fait d'être anciens et d'être bien connus, bien maîtrisés, et qui sont des ressources fondamentales. Bon, moi j'ai eu la chance de lire la revue Prescrire, qui est une revue totalement indépendante de tout lobbying, de tout financement, qui n'est financé que par ses lecteurs et qui donne l'entièreté des informations, ce qui permet de se faire une idée précise des vrais effets secondaires et des vraies indications des médicaments. D'accord. Est-ce qu'au cours du temps, on peut tendre vers moins de molécules, avoir moins de traitements Alors c'est envisageable. Je disais au tout début que la maladie est neurotoxique. Chaque dépression abîme le cerveau, chaque hypomanie, chaque moment d'angoisse, d'anxiété abîme le cerveau. Inversement, les médicaments sont neuroprotecteurs. Enfin, pas tous les médicaments, mais les antidépresseurs, les régulateurs de l'humeur sont neuroprotecteurs. Donc ça veut dire qu'ils permettent de protéger le cerveau des chocs, des dépressions, des hypomanies,
mais aussi ils permettent de faire régresser certaines lésions. Ça, on le voit en imagerie, on voit les fameuses amygdales, les structures de la peur qui étaient hypertrophiées, qui peuvent diminuer, ou les hippocampes reprendre un peu d'étoffe, etc. Donc les médicaments physiquement agissent sur le cerveau lui-même pour effacer un petit peu les... On pourra le revoir par tous les autres moyens, la psychothérapie, l'éducation thérapeutique, etc. Donc petit à petit, si on met ensemble tous les moyens, on peut arriver à être un petit peu moins vulnérable avec le temps. Donc ce qui peut laisser entrevoir la possibilité de diminuer un peu le traitement. Mais tout ça avec grande prudence pour ne pas déclencher des refus. D'accord. Est-ce que vous venez d'en parler de l'éducation thérapeutique, est-ce que vous la prescrivez? Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer brièvement ce que c'est, l'éducation thérapeutique? Donc, ça va un peu dans ce qu'on disait au début, hein, que le patient puisse s'approprier sa maladie et les traitements de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il puisse rentrer dans une compréhension de ce que c'est et une auto-observation la plus fine possible. Donc l'éducation thérapeutique est un guide extrêmement fécond pour que les patients deviennent des experts. On parle de patients experts, ce qui est une chose formidable qu'il y ait des patients experts, mais on pourrait d'une manière un peu plus générale dire que tout patient doit être expert. Et l'éducation thérapeutique permet d'arriver justement à ce degré-là d'appropriation du diagnostic et puis d'affinement petit à petit pour que le patient puisse repérer de mieux en mieux ce qui le fait rechuter, ce qui au contraire lui fait du bien, les effets secondaires auxquels il est plus sensible, les médicaments qui marchent le mieux chez lui, etc. Donc, qu'il ait une vraie connaissance de l'intérieur de son problème. Donc l'éducation thérapeutique joue un rôle central et il m'arrive, très très régulièrement, j'adresse des patients en éducation thérapeutique, ce qui est fondamental. Donc qui est un moyen qui doit se coupler avec d'autres moyens. On ne peut que travailler en réseau, comme pour toute maladie chronique, hein, comme pour le diabète, il faut que tout le monde s'y mette pour aider le patient, y compris la famille. Et là, en l'occurrence, la psychothérapie joue un rôle aussi tout à fait important, soit la psychothérapie de soutien, ou parfois des psychothérapies cognitivo-comportementales, notamment lorsqu'il y a d'autres pathologies associées comme les troubles obsessionnels compulsifs, mais aussi la psychothérapie classique, psychanalytique, a tout à fait sa place pour aider à un fonctionnement psychologique plus économe, que les gens aient une meilleure vie, qui résolvent des conflits intérieurs qui sont coûteux en énergie et qui exposent à la rechute. D'avoir un meilleur équilibre intérieur permet d'être plus solide et de moins rechuter. Bon, il y a aussi les hôpitaux de jour qui sont tout à fait importants avec des travail en atelier, etc. Parfois, on peut avoir recours à l'hospitalisation à domicile lorsque c'est possible, ou même parfois des simples visites d'infirmières à domicile rendent de grands services et peuvent parfois éviter des hospitalisations. Bon, et puis il y a aussi le volet des mesures de protection pour éviter que les patients se mettent en danger financier, etc., qui sont parfois nécessaires. Il existe maintenant, on en a parlé l'autre fois, des groupes d'éducation thérapeutique qui sont ciblés pour les parents proches. Oui, alors ça c'est tout à fait précieux, absolument. Utilisez-vous le travail en réseau? Oui, mais c'est un petit peu ce que l'on vient de dire. Enfin, j'ai tout un réseau de correspondants, de psychothérapeutes, de gens qui font de l'éducation thérapeutique. Et puis, bon, il y a l'association Iceberg qui fait un travail magnifique, qui fait partie de ce réseau et qui joue un rôle tout à fait capital. Alors, comment faites-vous pour donner des informations aux patients? Utilisez-vous des livres, des sites? Comment ça se passe? Donc il m'arrive de conseiller quelques livres et parfois des bandes dessinées. Donc il y a cette bande dessinée qui a un certain succès tout à fait mérité, qui s'appelle Goupil ou Face. C'est pour des enfants, je crois. Alors non, c'est sur la cyclothymie essentiellement. Et puis il y a une autre bande dessinée qui s'appelle Journal d'une bipolaire, plus sur la bipolarité type 1 et 2. Moi je connais surtout la première, Goupil ou Face. C'est pratiquement un vrai traité sur la cyclothymie. Enfin, c'est très ludique, très très bien fait, très léger à lire, très facile. Et en même temps, les informations sont extrêmement précises. Donc même un médecin qui veut savoir ce qu'est la cyclothymie, il peut lire cette BD et apprendre la cyclothymie grâce à cette BD. Vraiment. Ensuite, je conseille le site du docteur Elie Antouche, à qui je dois énormément dans la compréhension de tous ces phénomène donc, qui s'appelle ctah.eu. Ça reprend les initiales du Centre de traitement de l'anxiété et des troubles de l'humeur, ctah.eu, qui est, à mon avis, le site le plus complet, le plus précis sur la bipolarité, la cyclothymie, etc.
il y a le site Argos 2001, Psycom, qui est organisé par les pouvoirs publics, qui est très bien fait. Un site aussi intéressant qui est Bicycle, sur la cyclothymie chez les enfants, donc qui est très bien fait. Et puis, je suis moi-même en train de créer un site internet où je vais mettre en ligne toutes les fiches que j'ai réalisées au fil des années, donc qui s'appellera dépression-bipolarité-pratique.com. Donc il y aura un peu plus de 120 fiches, à la fois détaillées et puis pédagogiques sur le diagnostic et les différents aspects du traitement. D'accord, c'est très intéressant. À l'ère du numérique, envisageriez-vous de faire des consultations à distance? Peut-être le faites-vous déjà? Alors il m'arrive très, très fréquemment d'utiliser le téléphone pour des petits rendez-vous ponctuels, intercalaires entre les consultations. Bon, les recommandations internationales, par exemple, pour la prescription d'un traitement antidépresseur, demandent de revoir les gens à 1 semaine, ensuite à 15 jours, ensuite à 1 mois, bon, ce qui est très difficile à faire dans un planning chargé. Par contre, on peut prévoir un rendez-vous de quelques minutes pour poser des questions sur la tolérance du traitement, et ça suffit largement. Ou alors des consultations dans des moments un peu de crise pour ajuster le traitement, etc. Donc ça, je le fais déjà. L'agence de santé a mis en place un système sécurisé de téléconsultation, donc qui devrait bien marcher. Et personnellement, je pense que ça pourrait être une bonne solution. Enfin, tout le travail que je fais peut se faire par téléconsultation. Bon, il y a parfois, j'aime bien prendre la tension artérielle, mais ça peut être fait par une infirmière ou d'une autre façon, et tout le reste peut se faire comme ça en direct. Maintenant, on arrive à la fin de notre interview. À ce stade-là, est-ce que vous avez des choses que vous souhaiteriez ajouter qui vous tiennent à cœur? Oui, donc je pourrais conclure sur 2 points. Le premier point, c'est l'importance de la cyclothymie, donc, qui est une forme dite atténuée de la bipolarité, dans le sens où les épisodes de dépression et d'hypomanie peuvent être moins intenses que dans les troubles bipolaires type 1 et type 2, encore que la dépression ou la cyclothymie peut être très intense. Mais surtout, c'est caractérisé par des durées moins longues. Ça peut être de quelques heures à quelques jours. Et aussi caractérisé par le fait qu'il n'y a quasiment pas d'intervalle libre. Les personnes sont quasiment comme une sinusoïde, avec parfois 1 ou 2 jours de répit, mais c'est jamais plus d'1 semaine de répit. Et donc ces formes-là sont encore plus sous-diagnostiquées que les troubles bipolaires 1 et 2, alors qu'elles conduisent autant au suicide, qu'elles sont aussi délétères. Et alors elles sont très très souvent confondues avec les états limites, ou avec d'autres troubles de la personnalité. Et elles sont donc souvent sous-soignées, sous-traitées. Et puis l'autre point sur lequel je voudrais terminer, c'est qu'on pourrait dire que le traitement du trouble bipolaire doit être tripolaire. C'est-à-dire qu'il y a le traitement de la maladie bipolaire elle-même, en mettant là encore, comme nous le disions, tous les moyens, les médicaments, et les médicaments bien compris par le patient, auxquels il adhère, etc. Et puis l'éducation thérapeutique, la psychothérapie, les hôpitaux de jour, enfin, mettre tout ce qui est nécessaire pour le patient concerné. Parce que souvent, on laisse de côté des moyens. Enfin, on se contente, par exemple, du traitement médicamenteux, on ne parle pas aux patients de groupes ou d'associations ASBR, etc. Enfin, les patients se retrouvent leurs molécules uniquement, alors qu'il y a d'autres moyens à mettre en place. Donc, traiter le trouble bipolaire en mettant tous les moyens en place. Ensuite, deuxième pôle, traiter les troubles associés. Parce que malheureusement, le trouble bipolaire est comme un trou noir dans la galaxie qui attire d'autres corps célestes, enfin ils ne sont pas trop célestes les corps, c'est d'autres troubles la nuit. Donc il est très souvent associé à des troubles anxieux généralisés ou à des troubles obsessionnels compulsifs ou à de la boulimie en particulier. Donc il faut, après avoir inventorié très précisément, justement avec une démarche diagnostique très systématique, tous ces troubles-là, les traiter dans le détail. Y compris, il peut y avoir des troubles qu'on appelle instrumentaux, c'est-à-dire de la dyslexie ou des troubles cognitifs, des troubles du raisonnement, qui ont pu passer inaperçus tout au long de la scolarité des personnes, mais qui les handicapent. Donc là, il faut faire un bilan neurocognitif et éventuellement une remédiation neurocognitive. Donc il faut soigner tous les troubles associés, quels qu'ils soient. Et puis, troisième pôle, mettre en place des mesures pour protéger le cerveau. Donc là, il y en a 7, très brièvement. D'abord, éviter tous les toxiques. Enfin, moi, ça me fait de la peine quand je vois les jeunes bipolaires qui n'ont pas compris qu'il faut arrêter de faire la fête et de s'alcooliser. Ça, c'est une chose fondamentale, d'arrêter l'alcool, le cannabis, la cocaïne, tous les toxiques.
Ensuite, avoir une nutrition qui nourrisse bien le cerveau. Donc le cerveau, il a besoin notamment de protéines, bon, il a besoin de sucre, mais ça, souvent on en a trop, mais il a besoin de protéines, il a besoin d'oméga 3, il a besoin de vitamines, il a besoin de toutes sortes de choses. Donc une nutrition tout à fait adaptée pour bien nourrir le cerveau et le corps en général. Donc troisième point, le sommeil. Donc il faut que le sommeil soit d'excellente qualité, il faut mettre la barre très haut, dormir 8 heures par nuit, très bien. Ensuite, l'exercice physique. Donc là, il faut faire un minimum 30 minutes de marche par jour, et plus, si on peut, c'est beaucoup mieux. Et puis, cinquième point, il faut soigner toute pathologie. Donc il faut faire un bilan de santé global. Il faut soigner, c'est un diabète, il faut soigner une hypothyroïdie, même un foyer dentaire infectieux, tout compte, tout est important. Et en particulier les troubles digestifs. Donc là, dans les fiches que je mets en ligne, il y a de quoi comprendre justement le dérèglement de la flore intestinale, qu'on appelle la dysbiose, de voir comment la soigner, de voir comment soigner la perméabilité intestinale, de voir comment soigner les brûlures digestives, les troubles du transit, etc. Il faut viser le confort digestif. Sixième et avant-dernier point, gestion du stress. Donc il faudrait que chaque patient ait une technique de gestion du stress. La plus simple à apprendre, c'est la cohérence cardiaque. Il suffit de regarder sur Internet, cohérence cardiaque, vidéo, et on respire 6 fois par minute en suivant la petite boule ou la petite vague qui monte avec l'abdomen. Voilà. Donc ça s'apprend très simplement. Et ensuite, le moyen souvent, c'est la méditation de pleine conscience. Et puis il faut aussi ne pas se surcharger, éviter les stress inutiles, tout ça est absolument capital. Donc gestion du stress. Et puis pour finir, il faut entraîner le cerveau. Chaque dépression peut altérer la mémoire. On dit qu'une dépression peut faire perdre 30% de la capacité mnésique. Donc il faut rééduquer la mémoire. Et là, il peut y avoir le site Happy Neurone, donc neurone content en anglais, en français, donc c'est Happy Neurone en un seul mot, sans E à la fin, et qui donne des exercices, qui fait un coaching tout à fait précieux pour entraîner le cerveau. Voilà, alors, mot de conclusion positif, si on met en place tous ces moyens, les 3 pôles de traitement, le pronostic peut être bon si on met tout cela en œuvre, et on peut même avoir non seulement une neuroprotection, mais une récupération neurologique avec tous ces moyens. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Au nom de l'association Esberg, je vous remercie de vous être prêté à cet exercice d'interview. C'est inhabituel, je pense. Je suis très, très content moi-même. Et puis, je suis sûre que les visiteurs de notre site seront sensibles à la sincérité de vos propos.